Étienne n'avait jamais connu autre chose que l'existence paisible de Valperdu. Un hameau reculé, blotti au creux de montagne, qui semblait murmurer des secrets anciens. Ses journées écoulées au rythme immuable du soleil et des saisons, une cadence de labeur honnête, qui liait l'homme à la terre. La vie y était simple, parfois rude, mais la vallée offrait toujours le nécessaire à ceux qui la respectaient. Chaque sentier, chaque ruisseau, chaque pierre, faisait partie d'un équilibre fragile, une harmonie tacite, transmise de génération en génération. Pour la plupart, était une bénédiction, une certitude rassurante dans un monde en perpétuel changement. Pour Étienne, cependant, cette prévisibilité était devenue une cage dorée dont il rêvait secrètement de échapper. Au fond de lui, une graine de mécontentement avait germé, nourrie par une avidité silencieuse. Quand il regardait la grande forêt séculaire qui bordait le village, il ne voyait pas la beauté sauvage ou l'abri des créatures qui y vivaient. Ses yeux, vifs et calculateurs, ne voyaient que des stères de bois à abattre, des piles de pièces d'or à amasser. Une promesse de richesse qui le sortirait de sa condition modeste. Il méprisait la lenteur de sa vie, la patience que la terre exigeait. Il voulait plus, et il le voulait vite. Cette ambition rongeait son respect pour les traditions, le rendant aveugle aux avertissements qui se cachaient dans le bruissement des feuilles et le murmure du vent. Les anciens du village parlaient souvent, à voix basse, du chêne du serment. Un arbre colossal, plus vieux que le hameau lui-même, qui se dressait au cœur de la forêt, comme un gardien silencieux. Il racontait qu'il était loup, âme de la vallée, un pacte vivant entre les hommes et la nature. Ne trouble jamais son repos, prévenait-il, leur visage buriné par le temps se faisant grave. Sa colère est aussi lente que sa croissance, mais aussi implacable que ses racines. Ses paroles, pour Étienne, étaient que des fables de vieillards, des superstitions destinées à effrayer les enfants et à maintenir les esprits faibles dans la soumission. L'orgueil de sa jeunesse était une armure contre la sagesse ancestrale. Un matin, alors que la brume s'accrochait encore au flanc des montagnes, il prit sa décision. L'air était d'une pureté cristalline, le silence seulement rompu par le chant lointain d'un oiseau. Il choisit sa hache la plus lourde, celle dont le tranchant brillait comme un mauvais présage. En traversant le village, il sentit sur lui les regards inquiets de ses voisins, des regards qu'il ignora avec un dédain fin. Il s'enfonça dans la forêt, où la lumière du jour peinait à percer le dense feuillage. À mesure qu'il avançait, le silence changea, devenant plus lourd, plus profond, comme si la forêt tout entière retenait son souffle, en attendant l'inévitable sacrilège. Il le trouva enfin. Le chêne du serment était plus majestueux et terrifiant que dans les récits. Était un monument de bois vivant, son tronc noueux aussi large qu'une petite chaumière, son écorce recouverte d'une mousse épaisse et vert sombre, comme un manteau de velours usé par les siècles. Une aura de puissance primordiale émanait de lui, une présence si tangible qu'elle semblait peser sur l'air ambiant. Un instant, un seul. Étienne hésita. Le poids des générations passées, des avertissements murmurés, s'abattit sur ses épaules. Il sentit une peur froide et irrationnelle, la sensation d'être un intrus profanant, un lieu sacré. Il était face à quelque chose qui le dépassait infiniment. Mais la vision de l'or, brillante et corruptrice, chassa rapidement ce moment de lucidité. La peur se mua en une fureur irréfléchie, une rage contre sa propre faiblesse, et contre cette vie qu'il exécrait. Il brandit la hache, ses muscles bandés par l'effort et la détermination. Le premier coup résonna dans le silence de la forêt, non pas comme le choc du métal sur le bois, mais comme une gifle sonore et nette. Écho, au lieu de se propager, fut instantanément absorbé par le feuillage, comme si la forêt avait avalé le son de sa propre blessure. Un silence de mort s'installa, total et absolu. Les oiseaux se turent, le vent cessa de souffler, et un froid surnaturel parcourut Étienne, un froid qui ne venait pas de l'air, mais de la terre elle-même. La nuit qui suivit, le silence retomba sur Valperdu, mais ce était pas un silence de paix. Était un silence lourd, attentif, comme si la vallée tout entière retenait son souffle. Étienne, barricadé dans sa chaumière, tentait de rationaliser les événements de la veille. Le vent, la fatigue, l'ombre d'un bouleau sous l'orage. Ses explications se brisaient contre le souvenir de ce froid surnaturel. C'est alors qu'il l'entendit de nouveau. Le hennissement. Cette fois il ne venait pas du dehors. Le son semblait naître des murs même de la maison, un écho plaintif et glacial, qui résonnait non pas dans ses oreilles, mais directement dans son âme. Il se figea, le cœur battant à rompre,
réalisant avec une certitude absolue qu'il n'était plus seul dans sa propre demeure. Les jours suivants étirèrent en une angoisse interminable. Le jour, sous le soleil indifférent, la vie semblait presque normale, mais la peur restait tapie sous la surface, attendant le crépuscule. Étienne devint l'ombre de lui-même, son visage creusé par le manque de sommeil, ses yeux balayant sans cesse les lisières de la forêt. Il sentait un poids constant sur ses épaules, la sensation d'être observé par une intelligence malveillante et patiente. Ses voisins, qu'il avait d'abord regardé avec inquiétude, commençaient à le traiter avec une méfiance mêlée de crainte. Il sentait la corruption qui émanait de lui, l'odeur de la transgression. Son isolement était plus seulement physique, il était devenu une cage invisible, le séparant du monde des vivants. La troisième nuit, la créature se montra plus clairement. La lune, pâle et fine, comme une faucille, jetait une lumière spectrale sur les champs. Étienne, veillant près de sa fenêtre, vit la silhouette se matérialiser près du vieux puits. Ce était plus une simple tache blanche, mais la forme distincte d'un cheval. Un cheval d'une blancheur d'os, dont le corps semblait tissé de brume et de clair de lune. Il se tenait parfaitement immobile, la tête tournée vers la maison. Il n'avait pas d'yeux, seulement des orbites sombres et vides, et pourtant Étienne sentit son regard peser sur lui, un regard qui le jugeait et le condamnait. La créature n'était pas venue pour attaquer, elle était venue pour attendre. La terreur se mua en paranoïa. Chaque craquement du plancher était un pas, chaque courant d'air une présence glaciale. Le hennissement était transformé en un murmure insidieux, un souffle contre sa nuque dans l'obscurité totale, semblant presque prononcer son nom. Il commença à avoir des mouvements à la périphérie de sa vision, des ombres qui dansaient et se figeaient dès qu'il tournait la tête. Il ne dormait plus, passant ses nuits assis sur une chaise, sa vieille hache posée sur ses genoux. Mais l'arme lui paraissait dérisoire, un jouet d'enfant face à l'ampleur de ce qu'il avait réveillé. La chose était pas seulement dehors, elle était aussi en lui, se nourrissant de sa peur grandissante. Le siège avait commencé, et il en était le seul et unique prisonnier. À bout de force, l'esprit brisé par des nuits de veille et une peur qui rongeait ses os, Étienne ne vit plus qu'une seule issue. L'arrogance qui l'avait poussé à défier la forêt avait été remplacée par une terreur primitive, une certitude que sa raison seule ne pourrait le sauver. Il devait chercher de l'aide auprès de la seule personne qui pouvait comprendre ce qui n'appartenait pas au monde des hommes. Poussé par le désespoir, il traversa le village endormi aux premières lueurs de l'aube, son visage hagard et ses pas hésitants le menant vers la modeste chaumière de la vieille Geneviève. Elle était la mémoire de Val perdu, une femme dont les yeux avaient vu passer plus de saisons que quiconque, et dont les paroles portaient le poids de la sagesse ancestrale. Il la trouva près de son foyer, comme si elle l'attendait. La pièce était emplie d'une odeur d'herbe séchée et de bois fumé. Sans préambule, d'une voix rauque et tremblante, Étienne lui confessa tout. Le sacrilège du chêne du serment, le vent glacial qui était levé, le hennissement surnaturel qui hantait ses nuits, et la silhouette spectrale de ce cheval blanc dont la présence gelait l'âme. Il déversa son histoire comme un poison qu'il ne pouvait plus contenir, s'attendant à de la pitié, du mépris, ou peut-être même, à être traité de fou. Mais le visage de Geneviève, parcheminé et grave, ne montra aucune surprise. Seule une profonde et ancienne tristesse assombrit ses yeux, une reconnaissance qui était plus effrayante que n'importe quelle incrédulité. « Imbécile » murmura-t-elle, et le mot ne sonnait pas comme une insulte, mais comme un constat funeste. Sa voix était le bruissement des feuilles mortes. « Tu as brisé le pacte, tu as offensé le gardien, ce que tu as vu n'est pas un simple esprit errant. Tu as réveillé le cheval pâle de la tempête. » Le nom tomba dans le silence de la pièce avec une résonance terrible, un nom qui semblait porter en lui le hurlement du vent et le froid des tombes. Pour Étienne, ce fut une révélation plus terrifiante encore que l'inconnu. Sa peur avait désormais un nom, une identité, une histoire. La menace était plus une ombre fugace, mais une entité ancienne et définie, dont il avait provoqué la colère. Geneviève lui expliqua alors la nature de la créature. Le cheval pâle, était pas une créature de haine, mais de justice. Était l'incarnation de la colère de la terre. Le protecteur des serments silencieux passés entre les hommes et la nature. Il ne se nourrissait pas de chair, mais de chaleur, de vie et d'arrogance. Sa venue annonçait une tempête qui, était pas faite d'eau et de vent, mais de désespoir et de froid absolu, une tempête destinée à éroder tout ce que la cupidité avait construit. Il avait été attiré par elle, écho de la HD, Étienne, par l'odeur de sa transgression, par le cri silencieux du chêne du serment.
La créature ne le chassait pas, elle venait simplement réclamer son dû. Tu ne peux ni le combattre avec le fer, ni t'enfermer pour lui échapper, poursuivit la vieille femme, ses yeux fixés sur Étienne, avec une intensité solennelle. Aucun mur ne peut arrêter une tempête, aucune arme ne peut blesser un principe. Il ne veut pas ta mort, il veut ton humilité. Ta seule chance de survie n'est pas dans la fuite ou la confrontation, mais dans le respect. Tu dois lui montrer que tu comprends ta faute, que tu reconnais une puissance bien plus grande que la tienne. Elle se pencha alors vers lui, et sa voix se fit un murmure, lui confiant les instructions d'un rituel ancien, des gestes et des paroles qui constituaient sa seule et fragile défense face à la fureur primordiale qui l'avait déchaîné. Armé des paroles de Geneviève, Étienne regagna sa chaumière, non pas comme un homme retournant à un refuge, mais comme un soldat se rendant sur son champ de bataille. Il n'eut pas le temps de douter, ou de se préparer davantage. Le ciel, déjà menaçant, s'assombrit d'une manière surnaturelle, passant du gris au noir d'encre, en l'espace de quelques minutes. Un silence absolu tomba sur Valperdu, un silence si lourd et si total, qu'il en devenait assourdissant. Le vent lui-même semblait avoir cessé de respirer, retenant son souffle avant le déchaînement final. Étienne se posta au centre de sa modeste pièce, le cœur battant à tout rompre, récitant mentalement les étapes du rituel. Sa seule arme était la connaissance, sa seule armure, une humilité qu'il avait mis trop de temps à trouver. Le silence fut brutalement rompu, non par un coup de tonnerre, mais par le son lent et délibéré de sabots sur la terre humide. Le martèlement était régulier, implacable, se rapprochant de sa porte avec une certitude terrifiante. Chaque impact résonnait non seulement dans l'air, mais aussi dans le plancher de la chaumière, comme si la créature marchait sur les fondations mêmes de son existence. Le son s'arrêta juste devant le seuil. Simultanément, la température chuta de façon spectaculaire. Une fine couche de givre se forma instantanément sur la face intérieure des vitres, et le souffle d'Étienne se condensa en un nuage blanc. Il était là, juste de l'autre côté du bois fragile de sa porte. Sans aucun bruit d'avertissement, le loquet de fer se souleva de lui-même et retomba avec un claquement sec. La porte pivota lentement vers l'intérieur, poussée par une force invisible, grinçant sur ses gonds, comme une plainte funèbre. L'ouverture ne révéla pas la nuit de tempête, mais un vide plus sombre, une obscurité qui semblait absorber la faible lueur de sa lanterne. De ce néant, le cheval pâle se matérialisa. Hélène était pas fait de chair et d'os, mais tissé de brume glaciale, de clairs de lune maladifs, et de la fureur silencieuse de la forêt. Sa silhouette était à la fois majestueuse et effroyable, et de ses orbites vides émanait une aura de jugement ancien et implacable. Alors que la créature se solidifiait sur le seuil, l'air s'emplit de murmures insidieux. Ce haine n'était pas des voix humaines, mais une cacophonie de son naturel perverti. Le bruissement des feuilles semblait siffler son nom, le craquement des branches imitait le son de ses propres os se brisant, et le vent qui s'engouffrait par la porte ouverte portait des promesses de solitude éternelle. Le hennissement perçant qu'il avait entendu au loin résonna maintenant directement à l'intérieur de son crâne, une lame de son aiguisée, menaçant de faire voler en éclats sa concentration. La créature ne l'attaquait pas physiquement, elle cherchait à dévorer son esprit, à le pousser à la faute. Luttant contre la terreur qui menaçait de le paralyser, Étienne se força à se souvenir de la première instruction de Geneviève. Ses mains tremblaient si fort qu'il eut du mal à saisir les pans de sa veste. Ses doigts, engourdis par le froid surnaturel, glissaient sur les boutons. Avec une volonté née du désespoir le plus pur, il parvint à retirer le vêtement. Il le retourna, exposant la doublure usée, puis le remit. Ce geste simple, presque dérisoire, était un acte symbolique puissant, une reconnaissance que son monde était sens dessus dessous, que les lois de la nature qu'il avait bafouées s'appliquaient désormais à lui, d'une manière terrible et inversée. Le cheval pâle fit un pas silencieux à l'intérieur de la pièce, sa présence aspirant toute la chaleur restante. Le froid devint une brûlure, une douleur physique qui s'insinuait dans ses muscles et ses os. Les murmures s'intensifièrent, l'accusant de cupidité, de profanation, lui montrant des visions de l'or qu'il convoitait, se transformant en poussière glacée. Il fallait continuer. Étienne porta sa main tremblante à sa bouche, et mordit violemment son pouce. La douleur aiguë le ramena à la réalité, et le goût chaud et métallique de son propre sang sur sa langue était un rappel brutal de sa mortalité. Était un sacrifice minuscule, l'aveu qu'il était qu'un homme de chair et de sang face à une force primordiale. Il ne restait plus que les mots. Étienne leva les yeux vers les orbites vides de la créature, des puits de néant qui semblaient contenir le froid de toutes les tombes. Sa gorge était serrée,
sa voix était qu'un filet d'air rauque. Il commença à réciter la prière du respect, des paroles anciennes transmises à voix basse à travers les générations. Il ne demandait pas à être épargné, il ne négociait pas. Il confessait sa faute. Sa voix, fragile et brisée, se éleva contre les murmures hostiles, parlant de l'arbre, du pacte rompu, et de l'orgueil qui l'avait aveuglé. Chaque mot était une pierre qu'il retirait du mur de son arrogance. « Pardon à la terre que j'ai blessée, murmura-t-il, son souffle formant des volutes épaisses devant lui. Pardon aux chaînes dont j'ai volé la vie. Pardon aux serments que mon orgueil a brisés. Je ne suis qu'un homme, ignorant et faible. » Alors qu'il prononçait ces dernières paroles, les murmures cessèrent. Le cheval inclina légèrement sa tête spectrale, comme s'il écoutait non pas le son, mais la vérité qui émanait de son âme. Le silence qui s'installa fut total, un instant suspendu entre la damnation et la survie, où le destin d'Étienne reposait entièrement sur la sincérité de son repentir. Il avait fait tout ce qui était en son pouvoir. Le jugement appartenait désormais au gardien. Le cheval pâle ne bougea pas pendant un long moment, une éternité glacée où le temps lui-même semblait avoir gelé. Puis, il poussa un dernier hennissement, un son qui, était plus une menace, mais une complainte longue et mélancolique, le chagrin du vent lui-même. Sa forme spectrale se mit à vaciller, perdant sa consistance. Il ne se retourna pas, ne s'enfuit pas, il se dissipa simplement, se fondant dans l'air comme de la brume au lever du soleil. Avec lui, le froid absolu disparut aussi brusquement qu'il était venu. La température remonta, laissant place à un froid humide et naturel. Dehors, la tempête surnaturelle cessa, remplacée par une pluie douce et régulière. Étienne s'effondra sur le sol, tremblant de tous ses membres, le goût de son propre sang, et d'une terreur indicible dans la bouche. Il était seul, épuisé, mais il était vivant. L'aube qui suivit n'était pas comme les autres. Quand les premiers rayons du soleil percèrent les nuages, et inondèrent la petite chaumière, il ne semblait pas seulement chasser l'obscurité, mais repousser un mal ancien. Pour Étienne, Zétéry était comme assister à la première aurore du monde. Il se traîna jusqu'au à un seau d'eau et regarda son reflet. Le visage qui le fixait était plus celui de l'homme arrogant qui avait défié la forêt. Était celui d'un vieillard. Ses yeux étaient cernés par une fatigue qui ne disparaîtrait jamais, et à sa tempe, une mèche de cheveux avait blanchi, aussi pâle que le spectre qu'il avait affronté. Ce était pas une blessure, mais une marque, le sceau indélébile de sa transgression, et de son pardon fragile. Il n'avait pas remporté de victoire, il avait simplement été autorisé à survivre. Les jours reprirent leur cours à Valperdu, mais Étienne était plus le même. Il se déplaçait avec une lenteur et une gravité nouvelles, son regard évitant constamment la lisière de la forêt. L'avidité qui avait jadis brûlé en lui était éteinte, remplacée par une peur respectueuse qui guidait chacun de ses gestes. Il ne parlait jamais de cette nuit-là, et personne n'osait l'interroger. La mèche blanche sur sa tempe suffisait à raconter l'histoire. Il avait appris, de la plus brutale des manières, que certaines frontières ne doivent jamais être franchies, que les vieilles histoires murmurées au coin du feu ne sont pas des contes pour enfants, mais des avertissements gravés dans la mémoire de la terre. La normalité était revenue, mais pour lui, le monde resterait à jamais hanté par le souvenir d'un hennissement et le froid d'un regard venu d'outre-tombe. Alors écoutez attentivement et que l'histoire d'Étienne se grave dans votre mémoire. La terre a une mémoire longue, et son sol n'oublie jamais l'odeur de l'arrogance. Les règles pour survivre à ces gardiens ancestraux sont d'une simplicité redoutable, mais elles sont inviolables. Le cheval pâle de la tempête n'est pas une bête maléfique affamée de sang, il est un juge, l'incarnation d'un équilibre rompu. Il est le gardien des serments silencieux passés entre les hommes et la nature sauvage. Sa colère est éveillée lorsque la cupidité pousse un homme à profaner les lieux sacrés, à abattre ce qui ne doit pas être, à prendre bien plus que ce dont il a besoin. Il est la conséquence, pas l'agresseur. Si, après votre transgression, un orage se lève de nulle part et que le ciel s'assombrit en plein jour, soyez sur vos gardes. C'est le premier signe. Si vous entendez un hennissement solitaire, porté par un vent qui glace les eaux, comprenez que ce n'est pas un animal, mais un avertissement. C'est le deuxième signe. Et si, du coin de l'œil, vous apercevez une forme d'un blanc spectral qui se tient immobile à la lisière de vos terres avant de disparaître, sachez que votre temps est compté. Le jugement est proche, ces présages ne sont pas des coïncidences, ce sont les étapes d'une sentence qui s'approche, aussi inéluctable que la marée. Ne cherchez pas refuge dans la raison, car elle est un bouclier de papier contre une inondation.
Ne barricadez pas votre porte, car aucun mur de pierre ou de bois ne peut l'arrêter. Sa venue n'est pas une attaque, c'est une réclamation. Votre seule défense est l'humilité la plus pure. Retournez vos vêtements pour lui montrer que vous comprenez que votre monde est désormais sens dessus-dessous. Mordez votre pouce jusqu'au sang pour lui rappeler votre condition de mortel, fragile et éphémère. Et enfin, priez. Non pas pour être sauvé, mais pour être pardonné. Car le cheval pâle ne désire pas votre vie. Il exige votre respect.